Bon, eh bien, soyez les bienvenus, une fois de plus. C'est gentil de votre part parce qu'il fait un beau soleil dehors. Bon, alors revenons à nos moutons, si on peut parler de moutons. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du pragmatisme de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Étrange personnage. Il est souvent présenté comme un autocrate nostalgique de l'URSS, soucieux de retrouver, de restaurer la puissance perdue qu'avait l'URSS. Mais quand on examine tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit, essentiellement c'est un antilibéral, conservateur, qui entend restaurer la puissance russe au-delà de l'expérience soviétique, dont on pourrait croire pourtant qu'il est un héritier. Les 40 premières années de son existence en URSS l'ont puissamment imprégné des valeurs du patriotisme et de la notion de la grande puissance. Il faut tout de même rappeler que c'est un ancien du KGB, qui allait devenir le FSB en 1991, mais il semble n'avoir jamais cru au modèle communiste, d'une économie d'État ou d'une société sans classe. C'est pourquoi, dès son arrivée au pouvoir en 1999, il n'a pas voulu réhabiliter le soviétisme, mais plutôt l'héritage tsariste calqué sur fond soviétique. Lors de son premier mandat présidentiel, de 2000 à 2004, il a adopté l'apparence d'un profil libéral souhaitant rejoindre les standards occidentaux. En fait, on pourrait qualifier son parcours de nationaliste, dans la mesure où il a rétabli la stabilité, la prospérité à l'intérieur, la fierté nationale, le prestige perdu, etc., etc. Ça, il faut bien le répéter, bien le marquer, sinon on ne comprend pas le personnage de Poutine. Mais son libéralisme apparent est tout relatif, car sa vision de la démocratie est empreinte de rigueur dans la mesure où il a muselé les médias dès son arrivée au pouvoir. Le premier signe en fut la façon dont il mena la guerre en Tchétchénie. Rappelez-moi son mot un peu vulgaire. Il irait chercher les rebelles, y compris dans les chiottes. Pas très joli, mais ça a été efficace. C'est là tout l'aspect pragmatique de Poutine, justement, qui est un mélange de dureté et d'apparente libéralisation du régime. À partir de 2004, une série d'événements va infléchir l'apparence de son discours libéral. Après la tragédie de Beslan, cette prise d'otage dans une école du Caucase qui causa 346 personnes, la mort de 346 personnes, dont de nombreux enfants, il met un terme à son essai démocratique. Il annonce que les gouverneurs des régions seront désormais désignés et non plus élus, et il s'appuie de plus en plus sur le patriarcat orthodoxe de Moscou pour civiliser le pays. Il accueillera très mal les tentatives occidentales de déstabilisation par les révolutions de couleur, telles celles en Géorgie en 2003,
celle en Ukraine à la fin de 2004, de même que l'adhésion des pays baltes à l'OTAN et à l'Union européenne. Après l'épisode libéral de la présidence Medvedev de 2008 à 2012, à son retour à la présidence, de Vladimir Poutine, deux tendances déjà présentes vont s'affirmer. Tout d'abord, un conservatisme assumé contre l'Occident, jugé décadent et coupé de ses racines chrétiennes. De la part d'un ancien du système soviétique, c'est tout de même intéressant à noter. Il est donc violemment anticommuniste, antidémocrate et admirateur de Franco et de Salazar. Hein? C'est une chose qui n'est pas connue dans le milieu, et pourtant. D'où sa conception de l'Empire et son hostilité à l'Occident, qui inspire son action en vue de l'unité de la nation et de la société russe qu'il oppose à la désagrégation des États démocratiques occidentaux. C'est au travers de la Fédération de Russie qu'il va créer cet amalgame des Russes ethniques avec les Tatars, les Tchouvaches, les Bakirs, les Bouriates, et plus de 130 nationalités différentes. Sur le plan pratique, Vladimir Poutine a opté dès son arrivée au pouvoir pour la méthode forte. La Tchétchénie, j'ai fait allusion à l'instant, pacifié rudement, en a été l'exemple et il établit la verticale du pouvoir, alliant l'exaltation de la russité orthodoxe du pays et son essence multiethnique et multiconfessionnelle. C'est ainsi qu'il arrive à concilier les populations de confession orthodoxe et les 15 millions de musulmans de l'Empire, diversité qui fait subsister que dans le cadre d'un État fort qui neutralise les tendances centrifuges. Au titre de l'harmonisation des différences, Vladimir Poutine légitime l'Union eurasiatique respectueuse des différences, mais sous l'égide de Moscou, garant de l'unité. Au titre de l'harmonisation des différences, Vladimir Poutine donc va essayer de, ce qui paraît inconciliable, de réunir ces tendances différentes. S'il glorifie le modèle eurasiatique de la coexistence dans une main de fer, Vladimir Poutine et ses proches en arrivent là parce qu'ils considèrent que l'Europe occidentale est soumise à des forces de désunion incapables de tracer son avenir et de s'affirmer du point de vue international et d'assurer la prospérité générale. Pire encore, parce qu'elle est ouverte à toutes les migrations. Incapable d'opposer une résistance au poison islamique qu'il perçoit comme une invasion musulmane. D'où son attitude. Depuis son retour à la présidence en 2012, Poutine ne mâche pas ses mots sur l'Occident. Il déplore, je cite, le rejet de la part de nombreux pays euro-atlantiques de leurs racines, notamment chrétiennes, fondement de la civilisation occidentale, dont il refuse les principes éthiques et l'identité traditionnelle, nationale, culturelle, religieuse
ou même sexuelle. Il rejette une politique mettant sur le même plan, je cite, une famille avec de nombreux enfants et un partenariat du même sexe. La foi en Dieu et la foi en Satan, il refuse aussi les excès du politiquement correct qui conduisent à envisager d'autoriser un parti ayant comme but la propagande pédophile. Dans son intervention au club Valdai du 19 septembre 2013, Poutine avait flagellé aussi, je cite, « les gens dans de nombreux pays européens qui ont honte et craignent de parler de leur appartenance religieuse, estimant que cela ne manquera pas de mener à une crise démographique et morale. » Bon diagnostic, c'est exactement ce que l'on constate aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Quelques semaines plus tard, devant les représentants de la nation, dans son adresse au Conseil de la Fédération, le 12 décembre 2013, il reprenait le même thème. Je cite. « Aujourd'hui, c'était quasiment le même texte que je reprends, aujourd'hui, etc., etc. Et en fait, cet homme a parfaitement compris que dès que l'on sort de la tradition de la nation, on perd les repères. Contre ce relativisme, le déclin culturel, l'invasion d'Internet, le politiquement correct, le masochisme démocratique, la faiblesse face aux minorités, Vladimir Poutine promeut une éducation morale fondée sur les valeurs chrétiennes, etc., etc., et ça revient en boucle dans son discours. C'est donc vraiment, de sa part, une préoccupation essentielle. Selon lui, l'Europe est rentrée en décadence, tandis que la Russie se situe dans une phase ascendante de l'histoire. Il s'appuie sur Constantin Léontiev, qui est un philosophe russe, ardent anti-européen, anti-bourgeois, pour qui toute civilisation, si elle se laisse aller, après une époque de simplicité originelle, connaît son apogée dans une ère de complexité florissante, avant de s'étioler en une époque de confusion et de décadence. Pour Léontiev, et donc pour Poutine, l'Europe, depuis la Renaissance, ne donne plus naissance à des saints ni à des génies. Ses habitants ont perdu et ne savent donner un sens à leur vie, incapables de reconnaître le principe supérieur sublimant. Pour Vladimir Poutine, la floraison et la complexité ne sont envisageables que sous la direction attentive d'un État fort, qui mobilise et unit ses forces vives. Fidèle à la tradition russe, il aime parsemer ses déclarations de référence à la pensée russe et à une vision ultra-conservatrice du monde dont Vladimir Yakoutine est porteur. Ce dernier, docteur en sciences politiques, est le président de la Société des chemins de fer, pourquoi pas, et il organise des rencontres intellectuelles autour du dialogue des civilisations, où il défend les positions violemment anti-occidentales. Très croyant, il se rend à Jérusalem chaque année à l'office de Pâques afin d'en rapporter la flamme du feu sacré qui y apparaît miraculeusement.
Il finance et organise des tournées de reliques en Russie, car il veut promouvoir la renaissance religieuse et morale de la Russie. Deux autres hommes influencent sa réflexion. Le célèbre cinéaste Nikita Mikhailov, qui depuis 2 décennies incarne le renouveau d'une Russie blanche après la chute du communisme. Il s'appuie aussi sur la figure du philosophe russe blanc étant opposé bien entendu à rouge marxiste, Ivan Ilyin. Enfin, Poutine a comme confesseur le père Tikhon Tchevkounov, ancien étudiant à l'école de cinéma de Moscou, maintenant supérieur du monastère de la Rencontre au centre de Moscou, qui aurait une réelle influence sur lui. De nombreuses personnalités politiques se réfèrent aux penseurs cités par Vladimir Poutine, relayés par un site comme l'idée russe, qui est animé par Boris Medjouev, philosophe de l'université de Moscou et chef adjoint du quotidien Izvestia, qui relaie le message conservateur du président. Ainsi, des idéologues ultra-réactionnaires voient leur discours repris par le Kremlin. Vladimir Poutine veut, de fait, faire renaître 2 perceptions chez ses concitoyens. D'une part, la fierté de la Grande Russie, retrouvée avec l'annexion de la Crimée, qui autrefois faisait partie de la Russie, ce que l'on occulte totalement dans les médias d'aujourd'hui pour faire croire que c'est un acte dictatorial. La Crimée faisait partie de la Russie. Et il est évident que cette attitude ferme de Poutine, voulant restaurer les valeurs ancestrales de la Russie, et ainsi que ses territoires, exaspère l'Occident anglo-saxon. Poutine note à juste titre, dans son discours du 18 mars 2014, « On essaye toujours de nous repousser dans un coin parce que nous avons une position indépendante, parce que nous la défendons, parce que nous appelons les choses par leur nom et que nous ne jouons pas aux hypocrites. » C'est le moins qu'on puisse dire. Sa rhétorique, d'ailleurs, porte ses fruits si l'on en juge les sondages de l'Institut indépendant Levada, qui démontrait fin avril 2015 que 81% des sondés ont une opinion plutôt très mauvaise des États-Unis, alors qu'ils étaient moins de 40% 3 ans plus tôt. De même, 71% ont une mauvaise opinion de l'Union européenne, il faut le rappeler. D'autres sondages réalisés par Levada donnent aussi à réfléchir, car ils révèlent que l'opinion publique demeure attachée à la propagande anti-occidentale massivement diffusée par la télévision russe, qui présente la situation en Ukraine orientale et méridionale comme un massacre, voire un génocide des russophones par la junte de Kiev sous la coupe de l'Occident. Vladimir Poutine ne mâche pas ses mots. Le 24 octobre 2024, au sommet de Kazan, sur les rives de la Volga, devant les dirigeants des BRICS,
qui représente 45% de la population mondiale et 35% de sa production, Vladimir Poutine s'était réjoui que plus de 30 pays avaient exprimé leur désir de rejoindre les BRICS, constitués par la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine, et qui avait été fondé en 2006 et rejoint en 2010 par l'Afrique du Sud. Vladimir Poutine a aussi déclaré qu'à la suite de l'agression israélienne sur le Liban, le Moyen-Orient était au bord d'une guerre totale par l'aggravation des tensions entre l'État hébreu et le Hezbollah libanais. Les combats se sont étendus au Liban car le degré de confrontation entre Israël et l'Iran a fortement augmenté. D'autres pays de la région sont également touchés. Tout cela ressemble à une réaction en chaîne et place le Moyen-Orient au bord d'une guerre totale, a-t-il mis en garde. Il est nécessaire, a-t-il continué, de mettre fin à la violence, de fournir une assistance vitale aux victimes, et il a ajouté, devant une vingtaine de dirigeants conviés à ce sommet, dont le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, la tâche urgente est sans aucun doute de lancer un processus politique global pour résoudre le problème au Moyen-Orient dans son ensemble. Pour Vladimir Poutine, les tensions dans la région sont une source d'inquiétude par l'aggravation du conflit de longue date. Il a réitéré son appel à la création d'un État palestinien indépendant, coexistant pacifiquement avec Israël. Au-delà de ce vœu pieux diplomatique, Poutine est tellement conscient de l'attitude belliqueuse d'Israël qu'il a renforcé ces derniers mois ses échanges avec Téhéran, qui déjà livre des drones armés et des missiles à l'armée russe. Donc c'est vraiment une interconnexion sur le plan militaire entre les deux. Donc la guerre au Moyen-Orient est loin d'être terminée. La Russie se donne les moyens d'une politique de puissance qui se traduit notamment par le développement et la modernisation de son outil militaire avec des armements largement supérieurs en termes d'efficacité à ceux de l'Occident. Ça, c'est une information que je vois très régulièrement passer de la part de spécialistes en armement des différentes parties du monde. Sur le plan de l'armement, l'Occident est sous-équipé par rapport à l'équipement russe. Alors certes, on peut dire que l'armement occidental, au point de vue quantité, est largement supérieur à celui de la Russie, mais au point de vue qualité, au point de vue efficacité, l'armement russe d'aujourd'hui est très largement supérieur à celui de l'Occident. On retrouve aussi sa volonté de puissance par sa politique en mer Noire et au Moyen-Orient, ce qui démontre que l'hégémonie de l'Amérique, des États-Unis, est terminée. De fait, la politique de Vladimir Poutine au Moyen-Orient lui est dictée par la géographie et par l'histoire, ce qui en fait un acteur incontournable et intraitable dans cette région où il a la ferme volonté d'y imposer durablement sa marque. Il est toujours intéressant, je conseille de le faire d'ailleurs, d'observer les différentes images que l'on a de Poutine. Son visage est très parlant de sa détermination.
Lors de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, Zbigniew Brzezinski, vous vous rappelez de ce conseiller américain à la sécurité nationale du président Jimmy Carter, avait déclaré « Poutine est un leader mégalomane, irrationnel, imprévisible. » Quelle erreur! Quelle erreur, justement! Et c'est ce qui fait sa force. Alors, vraiment, est-ce que Zbigniew Brzezinski était conscient de l'énormité qu'il disait? Je ne sais pas. Tels sont ces termes en tout cas. Et en tout cas, c'est là une vision primaire de ce qu'est la Russie aujourd'hui, car expliquer la politique de Moscou par la personnalité de son président, c'est refuser de comprendre qu'il s'agit là d'une politique constante depuis les tsars, que Vladimir Poutine ne fait que poursuivre. Donc, comme je disais tout à l'heure au début de la conférence, la politique de Poutine n'est pas une poursuite de la puissance de l'URSS, c'est la volonté de rétablir la puissance, mais du temps tsariste. Sur le plan des idées, c'est totalement différent. Il y a encore une donnée dont il faut tenir compte, car si l'URSS fut la plus grande puissance terrestre de la planète, aujourd'hui relayée par la politique d'hégémonie de Poutine, la Russie souffre d'une faiblesse due à sa géopolitique, à sa géographie, pardon. En effet, la plupart des ports russes à partir desquels la flotte peut rejoindre la haute mer sont bloqués par les glaces pendant l'hiver. C'est là une faiblesse. Et en outre, les détroits qu'elle doit emprunter sont sous contrôle d'autres pays. Donc, du fait de cette configuration, la mer Noire est l'espace qui permet à la Russie d'accéder à la Méditerranée en passant par les détroits turcs, puis de rejoindre l'océan Indien grâce au canal de Suez. L'intérêt de la mer Noire pour les Russes n'est donc pas seulement stratégique mais vital, d'où l'annexion de la Crimée en 1783, où allait être fondée la base navale de Sébastopol. Winston Churchill avait bien compris la nécessité pour la Russie, cette nécessité pour la Russie, quand il disait que la Russie, c'est un géant auquel on a bouché les narines. C'est l'humour anglais, je suppose. C'est pour conjurer cette faiblesse que Moscou doit contrôler la mer Noire. Raison pour laquelle, au cours des 3 derniers siècles, une quinzaine de conflits ont opposé la Russie à l'Empire ottoman. D'abord dans les Balkans, mais aussi dans l'enjeu du contrôle vital des détroits, car la mer Noire est une dépendance de la Méditerranée. Par contre, la présence de la flotte américaine, qui n'a aucune légitimité de s'y trouver, n'est ni historique, ni géographique, mais un simple outil de l'impérialisme des États-Unis, étranger à cette zone, qu'il faut éliminer pour la Russie. Cette politique plonge ses racines dans l'histoire des contacts entre la sphère russe et les peuples musulmans établis dès 921. Ça a été mis à mal au XIIIe siècle et au XVe siècle par le Turc mongol de la Horde d'Or. Faisait partie de la dynastie des Gengis Khan, qui avait vraiment que
sérieusement affaibli la Russie au début du XIIIe siècle. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'État russe. C'était des parcelles plus ou moins autonomes qui n'obéissaient pas aux mêmes directives, d'où la faiblesse. Aussi, il peut être surprenant qu'Alexandre Nevsky et toute l'aristocratie russe se soient ralliés à l'occupant, mais ce ralliement s'explique par le danger représenté par les chevaliers teutoniques qui avaient l'ambition de conquérir la Russie et de la convertir à l'Église latine. Ce que l'on a appelé la Horde d'Or fut l'État qui s'étendait sur une grande partie de l'actuelle Russie, au Kazakhstan, à l'Ouzbékistan, au Turkménistan, à l'Ukraine, à la Bulgarie danubienne, au Caucase, qui fut au moins partiellement sous l'influence du califat arabe à partir de 644. Il allait en découler que les Arabes installés dans cette région se mélangèrent avec les populations locales, d'où les relations anciennes entre les Russes et les peuples musulmans, au point qu'en 1804, lors du soulèvement de Mehmed Ali en Égypte contre les autorités ottomanes, le chancelier du tsar Nicolas Ier fit cette déclaration qu'aujourd'hui Vladimir Poutine pourrait faire sienne. La grandeur de la Russie exige qu'elle parle la première chaque fois qu'il s'agit de l'Orient. C'est pour ça que la Russie porte une attention constante aux Russes musulmans vivant à l'étranger, d'où la création d'un département des relations extérieures au sein du Conseil des muftis de Russie. C'est pourquoi, en 2009, le Conseil consultatif des dirigeants musulmans de la communauté des États islamiques fut créé afin de coordonner et rendre plus efficace leur action au Moyen-Orient. On comprend ainsi pourquoi en 2005, Vladimir Poutine s'était présenté devant le Parlement de Tchétchénie comme, je cite, le défenseur le plus fiable de l'islam, ce qui allait entraîner en 2007 la création de la Fondation pour le soutien de la culture islamique, de la science et de l'éducation. Non seulement il n'y aura pas de réticence à l'égard de l'islam, mais les dirigeants russes le présentent comme l'une des composantes des croyances traditionnelles de l'entité russe. C'est la raison pour laquelle la Russie bénéficie depuis 2005 d'un statut d'observateur de l'Organisation de coopération islamique. Il faut bien insister là-dessus parce que ça fait partie justement de toute cette politique subtile, pragmatique de Poutine. Le philosophe Nikolai Danilevski, à propos de la question d'Orient, parlait non d'un antagonisme entre chrétiens et musulmans, mais d'un conflit entre la culture européenne et la civilisation slave, héritière de la civilisation byzantine. C'est très, très, très exact. On en retrouve la filiation. Cette politique dont Vladimir Poutine est le continuateur comporte un autre volet encore plus important. La relation avec les chrétiens orthodoxes d'Orient. Catherine II avait imposé à l'Empire ottoman la signature du traité de Kuklayevski le 21 juillet
1774, par laquelle elle devenait la protectrice des chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman. Elle allait franchir une étape supplémentaire en 1780 en élaborant un projet grec, entre guillemets, qui consistait à recréer un empire chrétien d'Orient, dont l'aboutissement devait être la conquête de Constantinople. C'est pourquoi, en 1860, Moscou décida d'ouvrir une mission russe à Jérusalem, puis la Société impériale orthodoxe de Palestine, dont les activités s'étendaient jusqu'à la Jordanie, le Liban et la Syrie. Il n'est donc pas surprenant que la Russie d'aujourd'hui poursuive cette politique qui lui permet d'assurer une présence au Moyen-Orient en utilisant le levier religieux. C'est ce qui explique que Vladimir Poutine ait organisé une réunion à Moscou en 2014 avec les représentants des patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche, d'Istanbul et de Jérusalem, qui le reconnurent comme le vrai président chrétien orthodoxe, en se félicitant de sa volonté d'agir indépendamment de l'Occident. C'est une tradition historique de la politique russe au Moyen-Orient qui éclaire les raisons de son implication dans quasiment toutes les affaires de cette région. La politique de Vladimir Poutine est ainsi un pragmatisme au service de sa puissance. Il faut rappeler la coupable responsabilité de l'URSS de Staline dans la création de l'État d'Israël. Dès le mois de mai 1947, son représentant Andrei Gromyko s'était prononcé à l'ONU en faveur de la création d'un État juif. Confirmé le 13 octobre 1947 par le Kremlin, son représentant aux Nations Unies vota la résolution qui décidait le partage de la Palestine le 29 novembre 1947. Telles sont donc les bases du conflit d'aujourd'hui israélo-palestinien. Rien n'arrive jamais dans l'histoire par hasard. C'est une succession de décisions prises à un moment donné qui engendrent les conséquences qui vont suivre. On explique ce vote aux lourdes conséquences aujourd'hui par l'erreur de Staline, qui avait cru au projet sioniste, que ce serait un facteur de déstabilisation des régimes arabes rétrogrades, entre guillemets, et que cela favoriserait un élan révolutionnaire qui emporterait les pouvoirs. Il escomptait tirer des dividendes de cet engagement sous la forme d'alliances avec les nouveaux régimes, et c'est alors que commença la guerre froide. Staline voulait également contrarier la politique britannique dont l'armée était présente dans la région, en particulier en Palestine. Ce ne fut que tardivement qu'il allait se rendre compte de son erreur d'appréciation sur la nature même de l'État d'Israël, dont la politique sera pro-occidentale, pro-américaine, parce que dès ses débuts, les États-Unis soutinrent Israël, d'où le conflit actuel.
Moscou profitera de l'attaque israélienne du 28 février 1955 contre Gaza, qui était administrée par l'Égypte du colonel Nasser, qui était un nationaliste arabe, qui n'avait nulle affinité avec le communisme, d'où sa demande aux États-Unis pour qu'il l'aide à moderniser son armée. Mais c'est du fait du refus des États-Unis, craignant des conséquences pour Israël, qu'il dut se tourner vers l'URSS, qui, opportuniste, s'empressa de livrer les armes à l'Égypte par le biais de la Tchécoslovaquie. Or, qui dit vente d'armes, dit inféodation. Ce fut à cette époque que Nasser allait décider de construire le barrage d'Assouan afin d'étendre la zone irrigable bien au-delà de ce que permettaient les crues du Nil. À nouveau, devant le refus des États-Unis et de la Banque mondiale, contrôlée par Washington, l'Égypte demanda l'aide de Moscou pour financer la réalisation de cet ouvrage, le barrage étant considéré par le Caire comme d'un intérêt vital pour le pays. C'est ainsi que l'URSS a cru sa présence en Égypte, qui est évidemment le pays le plus important à tous égards du monde arabe. L'opération militaire, dite Affaire de Suez en 1956, lancée par l'Angleterre et la France, allait permettre aux Soviétiques de se présenter comme protecteurs des Arabes, ce dont Nasser profita pour nationaliser la compagnie du canal de Suez en indemnisant les actionnaires. Confronté depuis le 1er novembre 1954 à une insurrection en Algérie soutenue par le régime égyptien en représailles de la politique sioniste de la France s'associa à l'Angleterre et à Israël pour attaquer l'Égypte. C'est vraiment la politique, ce qu'on appelle la politique à courte vue. Le Sinaï fut occupé par l'armée israélienne et les armées françaises et anglaises avancèrent vers leur objectif de prendre le Caire, de renverser Nasser et d'installer à la place un régime pro-occidental. Le gouvernement de l'époque était dirigé par Guy Mollet, le socialiste, qui était convaincu que ce changement de régime, privant le FLN algérien des soutiens égyptiens, allait permettre à la France de garder l'Algérie. Encore une fois, mauvais calcul. C'était ne pas tenir compte du fait que la cause première de l'insurrection algérienne avait été le décret d'Adolphe Isaac Crémieux de 1870 qui donnait unilatéralement la nationalité française aux Juifs d'Algérie, mais pas aux musulmans, qui pourtant venaient de se battre pour la France contre la Prusse. C'est une date fondamentale de l'histoire de France, qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il allait en découler l'insurrection du Bachaga Simokrani, qui, je répète, s'était pourtant battu pour la France contre la Prusse. Elle fut matée de le sang par la Troisième République, et cela aussi allait laisser quelques petites traces dans l'histoire et dans le comportement du monde arabe par rapport à la France. Ce fut en tout cas le prélude à la guerre d'Algérie, comme je l'ai dit, et de sa perte, puis l'enchaînement des conflits au Moyen-Orient, avec, entre deux fonds, l'épine irritative de la présence d'Israël. Près d'un siècle plus tard, Moscou profitera du conflit israélo-arabe de juin 1967. Encore une fois, Moscou fit preuve d'opportunisme et d'habileté en volant au secours des Arabes, en prenant en charge la reconstruction des armées
égyptiennes et syriennes, en fournissant des armes, des instructeurs, des spécialistes de la maintenance des avions fournis à Moscou par son ami et allié Gamal Abdel Nasser et Damas. Plusieurs milliers de militaires soviétiques s'installèrent en Égypte et en Syrie, et il allait en découler au Moyen-Orient deux camps. D'un côté, celui constitué par la Syrie et l'Égypte, alliés de l'URSS, et de l'autre, Israël, soutenu inconditionnellement par Washington et les monarchies arabes, en particulier l'Arabie saoudite, dont les maîtres sont d'origine juive, il faut le savoir. Et bien entendu lié à Washington par le pacte pétrole contre sécurité. Les soviétiques ne furent jamais aussi profondément présents au Moyen-Orient que durant cette période, qui prit fin en 1972, lorsque Anwar el-Sadat, successeur de Nasser, abandonnant le socialisme arabe, rallia le libéralisme occidental. Actuellement, Moscou s'efforce d'établir des relations durables avec l'Égypte du maréchal al-Sisi, qui s'est rendu à Moscou en février et en août 2014, tandis que Vladimir Poutine faisait une visite officielle au Caire en février 2015. Donc cette tentative de rapprochement date déjà de près de 10 ans. Une fois de plus, le régime russe aura profité de l'erreur de la politique américaine, car toujours inféodée à Israël, pour développer les échanges commerciaux avec l'Égypte en fournissant près de 40% des importations de blé de ce pays. En volume, les échanges commerciaux entre les deux pays auront été multipliés par 7 en 10 ans, dont les relations économiques concernant le gaz, avec 2 accords signés avec l'Égypte, par l'Égypte avec Gazprom Global et Gaz et Rosneft. En outre, la Russie construit en Égypte, à Dabqa, la première centrale nucléaire. Un autre contrat, en novembre 2015, avec Rosatom, était signé pour la construction de 4 réacteurs de 1200 MW d'un montant de 26 milliards de dollars. L'Égypte a aussi manifesté de l'intérêt pour son adhésion à l'Union eurasiatique sous la coupe de la Russie en vue de créer une vaste zone de libre-échange, et le maréchal el-Sisi, souhaitant diversifier ses partenaires, a rejoint cette association. Donc vraiment, au travers tous ces rappels que je viens de faire, on ne peut que constater que la politique de Poutine est toujours la même. Profiter des occasions, profiter des erreurs de la partie adverse pour faire avancer sa politique. C'est d'où le titre de ma conférence, le pragmatisme de Vladimir Poutine. Il est certain que la chute, si l'affaire est terminée ou pas, mais la chute du Hezbollah libanais récente risque de remettre en cause les accords avec la Syrie et les facilités octroyées à la marine russe. Il faut savoir que les Alaouites, qui sont au pouvoir à Damas, se confondent avec le mouvement Baas, dont l'un des pères fondateurs fut le chrétien Michel Aflaq.
C'est très intéressant de rappeler tous ces faits-là parce qu'on se rend compte que cette politique orientale est vraiment multiple de par ses apports et qu'on y trouve aussi une influence chrétienne, comme je viens de le signer, ce qui est la plupart du temps méconnu en Occident. En fait, les Occidentaux ont du mal à comprendre que les Alaouites sont une minorité qui a toujours été persécutée, tant par les chiites que par les sunnites, et qu'ils doivent à la France leur relative promotion et l'autorisation de s'appeler Alaouites. Ce n'est qu'en 1971 que l'imam libanais Moussa Sadr prit une fatwa. Comment traduire fatwa? Une décision? Une fatwa proclamant que les Alaouites étaient des chiites. Pourtant minoritaires en Syrie, avec 8% de la population, leur survie physique est en jeu dans la guerre civile qui sévit dans le pays. Les relations de la Russie avec la Turquie ont rarement été sereines durant les derniers siècles. Récemment, la Turquie a même détruit un avion russe, ce qui a conduit Vladimir Poutine a déployé sur le territoire syrien des systèmes de missiles S-400, ce qui a fait prendre immédiatement conscience au président Erdogan, à géométrie très variable, soulignez, que sa politique avait comme résultat de se faire pas mal d'ennemis. Et il dut présenter ses excuses à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine aussi a fait des approches à l'Arabie Saoudite et aux États du Golfe en recevant à Moscou les dirigeants des Émirats arabes et de Jordanie, mais ces initiatives se heurtent à deux obstacles. D'une part, la sécurité de ces pays est assurée par les Occidentaux et surtout, les monarques qui dirigent ces États désignent le chiisme comme l'ennemi prioritaire alors que Moscou a pris parti pour cet ennemi par son engagement en Syrie. Avec l'Iran, Vladimir Poutine développe des coopérations dans le domaine militaire. Il a entamé ainsi des discussions avec Téhéran pour la production en Iran de chars T-90S et déjà en 2007, le système de défense aérien portatif S-300 d'un montant de 900 millions de dollars avait été fourni à Téhéran. Donc cette collaboration existe déjà depuis un bon bout de temps et dérange profondément les États-Unis qui n'est plus aussi libre de ses gestes au Moyen-Orient. Et là encore, il faut remarquer et répéter que la politique de Moscou au Moyen-Orient s'inscrit fatalement dans la continuité de la politique des tsars dans la région. Et par le vieil antagonisme qui oppose depuis des siècles le monde slave orthodoxe à l'Europe catholique romane dans un conflit de puissance. C'est regrettable parce que les deux devraient être alliés, mais ce sont les conditions de l'histoire et des jeux locaux. Ce qui est certain, c'est que ne pouvant se déployer à l'Est, où elle se heurterait à la Chine, ni à l'Ouest, pour le moment chasse gardée des États-Unis avec l'OTAN, il ne reste donc à la Russie, pour le moment, que le ventre mou du Moyen-Orient. La question est de savoir si Vladimir Poutine
saura supprimer la mainmise anglo-saxonne et israélienne sur la région pour y imposer sa marque. Tout est là et l'affaire est loin d'être jouée. Merci de votre attention. Donc vous voyez, j'ai tenu à faire cette conférence parce que ça éclaire à la fois, enfin j'espère, ça éclaire à la fois ce marécage qu'est le Moyen-Orient et ce que l'on reconnaît constamment dans la politique de Poutine, c'est le pragmatisme. Il essaye de tirer avantage de toute situation, même si au départ la situation lui paraît contraire. Je dirais que c'était déjà là, autrefois, la politique de bon nombre de rois de France. Quand je pense à un Louis XI, c'était pas mal aussi comme stratégie, comme moyen de utiliser au mieux sa faible force, parce que Louis XI a tout de même été un des rois de France qui était le plus faible, pour arriver à retourner la situation à son avantage. C'est le génie de certains hommes au travers de l'histoire, et c'est pour ça que je me suis fait plaisir de traiter de ce sujet du pragmatisme de Vladimir Poutine. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Je crois que Poutine, quand il était encore à la fin de sa mission au KGB, a fait une thèse en économie, ce qui l'a attiré, si vous voulez, à Saint-Pétersbourg. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, après cette réputation... Il savait quel était l'ennemi. Oui, tout à fait. C'est évident, par sa thèse, il est obligé de creuser le sujet, et il a compris que le grand ennemi, c'était les États-Unis, l'Occident. Par contre, éventuellement, ces possibilités politiques vis-à-vis de la mer Noire, c'est-à-dire des Turcs, dans la mesure où il est obligé quand même de passer par le Bosphore pour accéder aux Méditerranée. C'est évident, mais vous savez, dans une politique, on n'arrive pas à faire tout du jour au lendemain. Hein. C'est justement, c'est ça le mérite de certains hommes politiques qui sont des politiques, de savoir progressivement retourner une situation qui au départ ne leur était pas nécessairement favorable. Et c'est ça que je reconnais dans Poutine, c'est sa capacité à utiliser les erreurs de l'ennemi pour retourner ces erreurs à son profit. Je ne sais pas jusqu'où pourra aller Poutine, mais je dois dire que je dirais tout bêtement, heureusement qu'il est là. Oui, les attaques, ça est remarquable, c'est sûr. C'est sûr. Mais apparemment, je pensais qu'il serait plus ferme vis-à-vis des... Qu'il quoi? Il serait plus ferme dans sa politique vis-à-vis de la Turquie, du Moyen-Orient, notamment d'Israël, etc. Or, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi il a laissé quand même la chute de Bachar el-Assad. Vous n'êtes pas le seul à vous poser la question. Je me suis posé aussi la même question. Alors, personnellement, du parcours que j'ai pu connaître de Bachar el-Assad, c'était tout de même pas une foudre de guerre. Non, il ne voulait pas être politicien d'ailleurs. C'était pas l'homme qu'il fallait. Alors, est-ce pour ça que Poutine a laissé tomber? Il l'a laissé tomber, je ne sais pas. Alors, en plus de ça, la politique orientale, moyenne-orientale, c'est d'une complexité qui est pas banale pour nous. Nous, occidentaux, on ne comprend pas. Parce que apparemment, c'est un illogisme invraisemblable. Tout à fait. Là, il n'a pas laissé... Enfin, il a
a laissé tomber Bachar el-Assad, mais ça a été surtout la Syrie. Hmm? Ça a été surtout la Syrie, le pays qui l'a laissé tomber. Oui. Et il a mis en danger même ses bases. Mais il y a une chose qui me surprend et qui me dérange avec Poutine. Je trouve qu'il a une mansuétude vis-à-vis d'Israël. Oui, tout à fait. Alors, cherche-t-il à éviter à s'en faire un ennemi comme Hitler ça en était fait? Et ça s'est mal terminé pour lui, je ne sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, mais en tout cas, visiblement, il ménage Israël. Oui, c'est vrai. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, on ne peut pas dire que Vladimir Poutine va en guerre contre Israël. Non, non, c'est pas ça du tout. Visible. Même vis-à-vis des djihadistes qui ont pris le pouvoir à Damas. Non, mais visiblement, il cherche non pas à faire ami-ami, parce que c'est pas possible, mais il ne cherche pas à aggraver les choses avec Israël. Et pourtant, quand même, Israël, c'est quoi? C'est pas grand-chose. À part évidemment son poids sur le plan mondial, c'est probablement ça qui retient Poutine, mais quand même. Et il est certain que si un dirigeant, quel qu'il soit, occidental ou pas, n'arrivait pas un jour, enfin ne décidait pas un jour de régler le problème israélien, il n'y aura jamais de paix dans cette région. Alors, pour l'instant, c'est mal parti. En tout cas, c'est mal parti pour l'instant. Il n'y aura jamais de paix dans cette région. Imprévisible. Absolument imprévisible. Oui. Concernant l'actualité récente, le rapprochement de Trump et Poutine, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas compris. Concernant l'actualité récente et le rapprochement de Trump et Poutine, pour par exemple, la guerre en Ukraine, qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement? Bonne question. Bonne question. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont la même philosophie, les mêmes devises économiques, si vous voulez, et la même volonté justement d'évincer l'oligarchie juive des postes stratégiques. Alors, de la part de Trump, je dirais non. De la part de Trump, je dirais non. Il en a viré pas mal. Hein. Il les a relégués oui, mais enfin, quand même, sa politique est totalement sioniste. Totalement sioniste. Non. Alors, on dirait qu'il y a les bons et les mauvais sionistes de son point de vue. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, mais je ne fais aucune confiance à Trump. Il est moins rationnel que Poutine, c'est sûr, mais... Aucune confiance à Trump. Nous ne sommes que des observateurs, on ne peut qu'observer les choses, expliquer le pourquoi du comment, de ce qui nous semble apparaître, mais malheureusement, l'Europe n'est plus maître du jeu. Ce qu'on entend, c'est que Poutine a besoin de faire une alliance avec les Américains pour se détacher un peu des Chinois et pas être simplement lié aux Chinois aussi. Donc je ne pense pas qu'il cherche à faire une alliance avec les Américains. Je pense que les Américains sont conscients que Poutine, qu'ils ne pourront pas renverser Poutine. Donc, ils font semblant d'être, sinon amis, tout au moins pas ennemis. Il y a un jeu subtil là, et quand je vois les dernières déclarations des uns et des autres, c'est à celui qui trompe l'autre. Non, moi je pense que les États-Unis sont conscients que pour l'instant ils ne peuvent pas détruire Poutine.
Moi, je pense que c'est ça le fond du problème. On verra comment... Bon, il est évident que les situations ne sont jamais stables, définitives. Donc, il faut voir comment la puissance des uns et des autres va se développer, parce que c'est là que va se trouver la solution au problème. Mais oui. Oui. En fait, il n'y a plus d'industrie aux États-Unis comme il n'y en a plus en France, et alors qu'il y en a encore en Russie. Et justement, la Russie jouxte la Chine. Donc, s'ils ont besoin d'éléments, il suffit de traverser la frontière. Il n'y a plus du tout d'industrie ni aux États-Unis, enfin, je vais citer des. Enfin, les voitures ne sont plus produites aux États-Unis. Détroit est une ville complètement sinistrée. C'est Ford qui me venait en tête. Et la Russie produit ses chars encore aujourd'hui à la chaîne. Alors vous disiez tout à l'heure je suis bien d'accord avec vous. Que la quantité de l'armement russe était inférieure à la quantité de l'armement du reste du monde. Tout à fait. Les Russes sont associés à la Chine, qui détient 1/5 de la population mondiale, à l'Inde, 1/5 de la population mondiale. On a vite fait le tour quand même. Hein. Et l'Iran aussi. Et l'Iran aussi, bien sûr. L'Iran. La Perse. Il y a aussi des grandes entreprises qui retournent en Russie et qui changent de nom. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais... Et justement, c'est là qu'on retrouve le pragmatisme de Poutine. En fait, c'est l'éternelle politique de la main de fer dans un gant de velours. Il n'y a rien de nouveau. Il tient l'Occident à la gorge. Alors, pour des formes diplomatiques, mais il tient bien l'Occident dans ce poignet. Et c'est pas terminé. Une image qui parle bien, je trouve. Hein? Une image qui parle bien, c'est que les Chinois jouent au Go, les Russes jouent aux échecs, les Américains jouent au Monopoly, et Macron, il joue à la belote. Ouais, Macron, ne parlez pas de cet individu. Celui-là ou un autre. Hein. C'est Poutine qui l'a insulté récemment de C'est quelque chose. Trump qui a demandé comment va votre charmante femme. Vraiment, quand je vois ces déclarations, ce cocorico de ce petit coq de basse-cour, franchement, on n'est pas fiers. Après avoir déclaré la guerre à un virus, il a déclaré la guerre à Poutine. Non, mais... Le cocorico, le petit coq. Il va y aller tout seul. Hein. Le petit coq. Et le problème, c'est que ce sont les petits Français qui iront se faire. Ah oui, c'est pas lui. C'est pas. Les Français d'aujourd'hui ne sont pas de la même farine que ceux dont on a fait les poilus. Hein. En plus. Et puis autrefois, c'est une chose auquel je pense très souvent aujourd'hui. Autrefois, quand il y avait des guerres, les rois étaient à la tête de leurs armées. Aujourd'hui, les présidents de la République sont bien à chaud dans leur palais. Et ils envoient les autres. Et évidemment, ils envoient les autres casse-pipe. Et puis concernant 14-18 et les poilus, ils défendaient la France, tandis que là, il n'y a plus rien. C'est pas pour défendre la France en fait, c'est pour attaquer la Russie, donc personne ne veut y aller. Personne ne veut y aller. Non, mais il est évident que la politique de Macron, c'est la politique américaine, et qui se sert de la France pour essayer de combattre la Russie. Non, mais c'est... Et de se servir sur nos comptes aussi. Se servir sur nos comptes, parce que sous ce prétexte-là, ils disent qu'on réquisitionne l'épargne des Français. Voilà. C'est ça qui se joue aussi. Il n'y a pas de petits bénéfices. Ça fait longtemps qu'ils en parlent de l'épargne des Français, donc voilà, ils ont trouvé un prétexte. On va attaquer. Et oui, tout ça est bien organisé. Oui, on sait d'avance, oui. C'est pour ça, je pense que pour vaincre Israël, il faut récupérer la main sur les médias. Sur les médias. Ah oui, c'est pas de mal à veille. C'est pas de mal à veille. Bon, c'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Le jour où vous pourrez acheter les médias, vous les aurez dans la main. Attendez, j'ai sur moi, j'ai combien là? Eh non, mais
Vous avez totalement raison, c'est évident. Je pense que les médias alternatifs sont de plus en plus écoutés quand même. Alors là, il y a un phénomène nouveau. C'est effectivement, il y a tout de même les médias alternatifs. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui passent dessus. Ouais. Pour l'instant, c'est un petit contre-pouvoir. Disons que si on veut toucher les jeunes, si ce sont les jeunes qui vont prendre les décisions, c'est-à-dire les gens de moins de 30 ans, ils sont déjà sur les médias alternatifs. Ceux qui sont sur les mainstream, ce sont des gens plus âgés. Donc ce ne sont pas des gens qui vont prendre des décisions. Donc pour moi, l'optimisme est là. Quand on parle à des jeunes, ils n'écoutent pas la télé, hein, ils ne regardent même pas. Hein. Donc après, voilà, le problème, c'est de globaliser un peu plus, centraliser un peu plus l'information. Ouais. Et comme vous dites, les médias alternatifs forment les futurs cadres. Je vois des j'espère bien. Des jeunes de 25, 30 ans qui sont j'espère bien. Plus éclairés que écoutez, moi je peux en juger par moi-même, par les messages que je reçois, des gens qui me disent, mais grâce à vous, j'ai compris ce qui se passe. Oui. Avant, j'étais absolument, je ne savais pas. J'étais un petit flotté, je ne savais pas. Il faut toujours dire les choses clairement. Ne pas croire qu'en tournant autour du pot, on aura davantage de gens qui vous suivront. Ce que l'on veut, ce que moi je veux, c'est former un noyau dur d'où sortiront les élites de demain. Nous sommes là pour former les futures élites, puisque les élites d'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'élite. Il ne pas. C'est l'anti-élite. Vous voulez dire quelque chose? Oui, pour revenir sur le pragmatisme de Poutine, à l'époque, je ne l'avais pas trouvé très pragmatique sur l'épisode du sous-marin Kursk. Je me suis dit que c'était ça reste une épine dans son pied, ou alors il y avait une... C'est une histoire un drame que je n'ai jamais compris exactement. Pouvait-il faire autrement? Je ne sais pas. Il y a des choses, il y a des données que nous n'avons pas, donc on ne peut pas juger. Il y a un documentaire qui est sorti en 2004. Il y a quoi? Il y a un documentaire qui est sorti en 2004, plus ou moins financé par France Télévisions, à l'époque était à peu près assez honnête, commenté par Bernard Giraudot, qui est mort du cancer un peu rapidement, je trouve, dans les années 2010. Et ce documentaire, je vous avais déjà dit, je vous l'avais déjà recommandé, il raconte tout ce qui s'est passé dans le Kursk. En fait, les Russes avaient inventé la torpille Kshval. La torpille Kshval, et la première version de la torpille Kshval était sortie début des années 90, donc après la chute de l'URSS, et la deuxième version est sortie en 98-99. Et là, ils voulaient en faire la démonstration aux Chinois. Et en fait, les États-Unis ne voulaient pas que la torpille... donc, je rappelle que comme vous l'avez dit, Poutine a été élu en novembre ou en décembre 99, et dès décembre 99, il a déjà emprisonné des gens qui voulaient vendre les plans de la torpille aux Américains. Donc c'était sa première action, c'était ça, un mois, 2 mois après son élection. C'était en 99. Et la démonstration de cette torpille s'est déroulée avec le problème Kursk en août 2000. C'était juste après. Et donc les Américains ne voulaient pas de faire cette démonstration de torpille cheval, parce qu'elle sa force de poussée est tellement énorme que quand elle avance dans l'eau, l'eau passe en hypercavitation, et en fait elle se transforme en vapeur tellement la chaleur est intense, et en fait la torpille se déplace dans la vapeur tellement elle va vite. Et donc c'est une torpille tueuse de porte-avions. Et donc, les États-Unis ont 12 ou 11, 12, 13 porte-avions, je ne sais plus. Donc, il n'y a aucune contre-mesure possible contre cette torpille. Et donc, les Américains ne voulaient pas qu'elle soit vendue, qu'elle soit mise en avant. Et donc, apparemment, il y a eu 2 sous-marins américains qui tournaient autour du Kursk. Il y en a un qui aurait tiré dans le Kursk,
croyant que le Kursk allait lui tirer dedans. Et donc après, ils ont transformé. En fait, c'est un acte de guerre. Et ils ont transformé. Et surtout que le Kursk, c'est le plus gros sous-marin. Hein. Je crois qu'il y a 50 ou 30 missiles qui ont chacun des têtes multiples, 10 têtes multiples, enfin, qui ont chacune Hiroshima. Enfin, c'est une puissance de destruction incroyable. Et donc, s'attaquer au Kursk, qui est l'emblème de la puissance soviétique ou russe maintenant, déjà à l'époque, enfin en 99, en 2000, c'était un acte de guerre. Enfin, descendre le Kursk, c'est un acte de guerre. Et donc ils ont transformé ça en accident pour dire non, c'est des vieilles torpilles dans lesquelles le gaz n'était pas maîtrisé, etc., qui ont explosé. Et le Kursk, et donc ça a fait capituler la démonstration. Et après, pendant le cours s'est écoulé, alors il n'était pas coulé de manière très très profonde. En fait, si on mettait le sous-marin à la verticale, on voyait quasiment les 3/4 du sous-marin se poser sur le bout, sur son bout. Tellement c'était pas profond en fait pour le Kursk. Donc c'était les sous-mariniers qui étaient dans le Kursk, donc ils savaient ce qui s'était passé. Ils sont restés prisonniers dans le Kursk, et le temps que l'eau monte, ce qui est extraordinaire, c'est que Poutine, qui était en vacances, il apparaît non cravaté, peut-être pas les mains dans les poches, mais il dit non, on n'a pas besoin du DSRV, c'est-à-dire le Deep Rescue, enfin je sais plus, le sous-marin qui permet qui a une écoutille ventrale qui permet de se coller à les sous-marins. Ils avaient collaboré pour des normes de sécurité, d'adaptation de sous-marins qui pouvaient coller comme ça. Un DSRV américain pouvait sauver un sous-marin russe et inversement. Et ils ont refusé le DSRV qui était basé en Norvège. Ils ont refusé le secours. Ils ont soudé l'écoutille du Kursk pour empêcher les sous-mariniers de sortir. Et ils ont attendu 1 an avant de donner les corps, ou à rendre les corps aux familles. Les intestins de tous les sous-mariniers ont été vidés, parce qu'ils pouvaient s'avaler ou par le bout des capsules dans lesquelles ils auraient écrit des messages et donné aux familles, quoi. Et donc ils ont vidé les corps et ils ont dissimulé, c'est comme ça qu'ils ont dissimulé comme ça l'acte de guerre. Et donc jamais un président américain s'était rendu à Moscou. Et là, Bill Clinton s'est rendu à Moscou secrètement pour dédommager la Russie de l'acte de guerre avec des milliards. Je ne me rappelle plus mais ça, c'est raconté dans un sous-marin en eau trouble, un documentaire qui a 20 ans maintenant, qui est de 2004. Et alors, après, j'ai pensé, mais pourquoi Bernard Giraudot est mort 10 ans plus tard? Je pense qu'en faisant le documentaire, il a dû savoir des choses, je ne sais pas. Enfin, je fais mon complotiste. Il a touché à un sujet interdit. Oui, et c'est pour ça qu'il faut voir ce documentaire. Et il est passé sous silence. On ne le supprime pas, mais personne n'en parle de ce documentaire. Ouais. Mais quelle est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu extraire justement le personnel du... Ah si, ils l'ont extrait, mais mort. Ah oui, non, mais... Ils ne voulaient pas qu'ils soient vivants. Ah oui. C'est-à-dire que Poutine sacrifiait ses sous-mariniers pour ne pas qu'il y ait une guerre. Oui, bien entendu. C'est ça, tout à fait. c'est ça que je pense qui s'est passé. Et ça, c'est les 6 premiers mois. Donc, il faut montrer le courage de cet homme pour dire ça, je sacrifie pour qu'il n'y ait pas de guerre. C'est incroyable. C'est un accident. C'est pas un acte de guerre. Oui, il est là sans cravate. Non, je n'ai pas besoin de soldats. Non, enfin, bon, voilà. Et ça c'est incroyable ce qu'il a fait. Alors, on serait à sa place, qu'est-ce qu'on aurait pu faire sans déclarer la guerre?
Moi, j'aurais été à la place, Je sais pas. j'aurais choisi un des bateaux américains et je lui aurais fait avoir un petit accident, sans déclarer la guerre. C'est un accident. Mais l'un des deux autres sous-marins a été poursuivi. Il y a eu deux sous-marins qui a servi de leurre, en fait, pendant que le vrai sous-marin qui avait tiré a pu se tirer, justement. Mais il faut voir ce documentaire, ou revoir ce documentaire. Ouais, non, c'est bien, je vais bien Si on peut croire. le trouver, Je suis en train de le dire. sur YouTube, il y a. Oui, d'accord. J'avais Sur posé- la pour Mohamed Koski. Un sous-marin en eau trouble. C'est un sous-marin. Ah bon. J'avais une deuxième question sur l'Afrique. Vous n'en parlez pas alors que Leur 12, l'Afrique, les Russes mettent leur pied en Afrique Oui, depuis quelques mois. C'est indéniable, ça incontestablement. 2004. Ça, et je pense qu'ils vont réussir parce que les Africains n'ont pas à se féliciter de l'Occident. Bah, l'Algérie s'arme avec les Russes. Hein. La France a si bien gouverné que 23 on milliards, s'en est fait un ennemi. 23 milliards de dépenses nouvelles de l'argent. Et je dirais d'ailleurs froidement, à juste titre. Bah, c'est dommage pour l'Europe, quoi. Et pour la France. C'est dommageable pour les deux, ça incontestablement. Ça, c'est dû, encore une fois, le poids d'Israël. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Je pense pas que je sois particulièrement obsédé quand même, mais comment expliquer ça autrement? On dit obsédé. Il y a toujours un dénominateur commun, quoi. Comment? J'ai dit, il y a toujours un dénominateur commun. Bah évidemment. On en revient toujours à là. Comme c'est curieux, on trouve toujours les mêmes. Oh, coïncidence. Ouais. Euh, À force, ça fait des récurrences. Non, mais vous voyez, ce qu'il y a de terrible aujourd'hui, c'est que même dans nos milieux, on pourrait presque dire dans nos milieux, analyser les choses comme nous le faisons, c'est pas possible. Vous vous faites traiter de tous les noms d'oiseaux. Ce qui montre à quel point les milieux dits nationaux sont assujettis à Israël. Prenez Marine Le Pen, par exemple. Elle a renoncé. Pour l'instant, on ne peut qu'informer les gens. Et puis un jour, il y aura... L'histoire n'est pas figée. Il y a des moments où on a l'impression, tiens, bon, c'était, comment il s'appelait déjà, cet historien américain à nom japonais, Fukuyama, exactement, Fukuyama, qui parlait de la fin de l'histoire. Erreur profonde. L'histoire ne s'arrête jamais. Elle s'enchaîne de façon logique du fait des actes que l'on a posés à un moment donné. Donc c'est une évolution logique. Il n'y a pas de surprise. Normalement, quand on regarde attentivement l'histoire, il n'y a pas de surprise. Autre question? Alors, une question annexe. Une question annexe sur la guerre en Ukraine actuellement. Quelle est la raison pour laquelle les armées russes ne vont pas vers Odessa? Parce que c'était un des buts des Russes. Et apparemment, Odessa, ils attaquent tous les points sauf cette région-là. Tout à fait. Bien observé. Exactement. C'est la question. Ah, mais l'histoire de l'Ukraine en ce moment, c'est pathétique. Ah oui. C'est malheureux Zelensky. Pauvre type. Voilà. Bah, nous, on a son binôme, hein. Ça s'appelle Macron. C'est pareil. Il y a Asselineau qui a fait un bon débriefing de la rencontre
Trump, Zelensky, qui a démontré qu'en fait les médias français se sont appesantis sur les 3 minutes voilà. Alors qu'en fait il faut voir l'ensemble du discours et puis la réaction des politiques à ce qu'ont montré les médias qui déformaient la chose, et donc les politiques par-dessus redéforment ou amplifient la déformation. Bruno Gollnisch, par exemple, il a dit oui, c'était lamentable, Trump a été lamentable. Et après, on lui a fait remarquer que non, il n'avait pas vu toute la vidéo. Voilà, il fait une réaction sur ce qu'on présente les médias français, quoi. Donc, c'est un piège total. Un petit peu imprudent. Ouais. Ah ouais. Et comment Asselineau a fait une bonne vidéo là-dessus. Il est curieux, Asselineau. Incontestablement, il y a des analyses qui ne sont pas idiotes du tout. Ouais, sa vidéo est très très bien. Mais c'est un gaulliste. Oui, non, tout à fait, d'accord. Et un républicain. Républicain. Oh, bah, bien entendu. On va tout de même pas demander à ces gens-là d'être monarchistes, quand même, il ne faut pas rêver. Mais sur le sujet Trump-Zelensky, il fait avancer les choses. Il démontre que les médias sont biaisés, en fait. Non, mais ce qui m'embête avec des gens comme Asselineau, justement, j'ai de bonnes analyses qu'on peut quasiment appuyer en totalité, mais ils ne remontent jamais à la cause. Oh, on est d'accord, ça, je suis d'accord. Ils s'arrêtent tous avant. Or, tout ce que nous vivons, toute la politique que nous vivons aujourd'hui, c'est la suite de la politique gaulliste. On n'en sort pas. Alors, ça peut paraître à des années-lumière, etc. Non, non, non. Il y a une logique dans les idées. Et tant qu'on ne le comprend pas, eh bien, on se trompe du tout au tout. Et cette politique gaulliste, c'est aussi la politique d'après Vatican II, elle-même d'après Nuremberg 46, et tout ça c'est basé sur le mensonge de la Deuxième Guerre mondiale qui dissimule la barbarie judéo-bolchevique du début du XXe siècle. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas suffisamment le personnage de De Gaulle, vous avez quelques exemplaires là. J'ai reçu des messages de personnes qui me disaient, monsieur, enfin, je vous résume, c'était à peu près quasiment sur le même ton, monsieur, j'étais gaulliste. Ah, je savais pas. Eh oui. Et c'est surtout ce mensonge-là que repose l'Union européenne. Bah, bien entendu, mais bien entendu. Et Vladimir Poutine nous appelle l'empire du mensonge. Tout est faux. Tout est faux chez nous. Mais ils ne peuvent prospérer, c'est ce que je dis, je ne sais pas dans quel texte je l'ai dit récemment, ils ne peuvent prospérer que sur le mensonge. Oui. Sauf que maintenant, c'est visible. Voilà, c'est ça. Sauf que maintenant, leur mensonge est visible. Ah oui, ça devient de plus en plus... Non, mais je crois qu'on peut être optimiste. Je crois qu'on peut être optimiste. Il va se passer des choses. Et notre devoir, justement, est d'informer le plus possible de gens pour que les gens ne tombent pas dans les pièges et sachent réagir. Et puis, tôt ou tard, il y aura une petite révolution. On compte sur... Contre-révolution. Vous n'avez pas confiance en Donald Trump. Ah non. Voilà. Mais pourtant, il peut-être. Moi, je pense que c'est quand même, c'est pas un homme politique habituel. C'est un constructeur, un bâtisseur. S'il voit une table. Un self-made man. Oui, mais c'est aussi un constructeur. C'est quelqu'un qui bâtit des tours. Enfin, qui est un constructeur, qui n'est pas un politicien normal, un politicien classique. C'est un constructeur. Donc lui, voir des guerres, voir 700 000 morts, ça lui est insupportable. Pour 350 milliards d'euros en Ukraine,
on aurait pu le dépenser autrement, quoi. Vraiment, et voilà. Donc, je pense que peut-être que Trump peut parler du mensonge de 1913, la monnaie, le mensonge de l'assassinat de Kennedy en 63, le mensonge peut-être de l'armement d'Israël, après suite à l'assassinat de Kennedy, le mensonge peut-être d'Apollo, alors apparemment Apollo ce serait un mensonge aussi, le mensonge il va se faire buter là. le mensonge Il va pas aller jusque-là. du 11 septembre, le mensonge du vaccin avec Kennedy, peut-être qu'ils vont dire que finalement on a menti. Le mensonge de la fiole pour attaquer l'Irak, etc. Peut-être que Trump peut dire ça, je ne sais pas. Ou je suis peut-être naïf, je ne sais pas. Je crains que ce ne soit très hypothétique. On verra. Non, mais une chose, je dirais presque typique de Poutine, de Trump, c'est que il y a des choses bien. Et par ailleurs, il y a des choses qui semblent totalement en contradiction avec les éléments bien qu'il a pu sortir à un moment donné. Il est, je sais pas, contradictoire, je trouve. Mais je ne touche pas une ligne définie dans la politique de Trump. Vous êtes dans la ligne de Boris Lelay. De Boris Lelay. C'est un jeu. Oui. Oui. Qu'il appelle l'agent orange. Oui, c'est pas mal. Autre question? C'est bon? On arrête là? Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.